le chat pour poser vos questions. On prendra le temps, donc à la fin de la présentation d'Édouard de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous sommes là donc pour, un webinaire sur la prospection commerciale, pour évoquer notamment les différentes règles qui s'appliquent, en particulier au regard de l'actualité récente sur le sujet qui a notamment, mis en avant un certain nombre de comportements, et qui, nous a permis donc, de traiter de ce sujet de la prospection commerciale et de rappeler tout simplement des règles, on va le voir, qui existent depuis déjà un certain nombre d'années, et donc qui malheureusement ne sont pas toujours, et c'est pas forcément évident toujours de les mettre en place, donc ils sont pas toujours bien respectés au sein des différentes organisations. Alors juste avant, je passe très rapidement sur ce que nous sommes donc d'Astra. Nous sommes une solution de gestion de la gouvernance du RGPD, du pilotage de vos différents traitements, et cetera. Tout ça pour assurer donc votre conformité au RGPD de manière simple et guidée. Vous aurez l'occasion donc, d'en reparler. Ce qu'il y a, c'est que nous avons aujourd'hui des partenaires et en particulier donc Édouard Verbeek, donc, qui est avocat au barreau de Lille, éminent spécialiste du sujet de la prospection commerciale. Pour la petite information, donc nous avons tous les 2 travaillé il y a maintenant pas mal de petites années à la CNIL. Donc, nous avons effectivement eu l'occasion de nous rencontrer à ce moment-là, et donc Édouard est aussi un partenaire de Dastra, et c'est dans ce cadre-là que nous l'invitons aujourd'hui donc à partager donc son expérience et à présenter aussi donc, le rappel de ces différentes règles. Voilà, Édouard, je te laisse la parole. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc effectivement, Jérôme a déjà présenté. Donc Edouard Verbeek, je suis avocat au barreau de Lille. Je travaille dans un cabinet qui s'appelle Mayence Avocat, qui est constitué de 4 associés, et j'exerce pour ma part en droit du numérique et en propriété intellectuelle. Donc, dans le cadre du droit du numérique, ça couvre beaucoup de sujets divers et variés comme l'encadrement contractuel de projets informatiques, l'e-réputation en ligne, mais également la protection des données à caractère personnel. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on va vous présenter ce petit webinaire sur la prospection commerciale. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que je suis également délégué à la protection des données externes pour certaines entreprises pour lesquelles j'utilise la solution d'Astra pour le pilotage de la conformité qui, pour moi, est un outil qui est très utile pour gérer la conformité au quotidien et dans le cadre de plusieurs missions de DPO externe me permet d'avoir des espaces de travail différents qui permettent de bien siloter les différentes activités. Concernant la prospection commerciale, alors ce qu'on va voir aujourd'hui, on va d'abord voir les règles qui s'appliquent par canal de prospection en fonction Oui, que vous et juste soyez. Édouard, pardon, je te coupe un peu, mais c'est vrai que le son de ton côté grésille un peu. Le son de mon côté Si grésille. Ouais, c'était pas le cas auparavant. Alors, c'est toujours un. Est-ce que c'est pas un problème de branchement? Ah voilà. Est-ce que ça grésille toujours ou est-ce que c'est Là, mieux? non, c'est mieux, c'est parfait, très Ok, bien. changement de micro, c'est mieux. Donc nous allons voir en fait les différentes règles de prospection commerciale par canal. On va commencer par des règles de base. On verra à cette occasion ensuite des exemples concrets en fait de comment on peut faire pour implémenter ces règles d'opt-in, d'opt-out selon le canal de prospection. Et à la fin, on évoquera quelques sanctions récentes de la CNIL qui permettent de comprendre un peu ce que la CNIL et l'autorité de contrôle, du coup, cherchent à voir appliqué selon les différents canaux de prospection. On va commencer par le plus simple, qui est la prospection par courrier postal. Donc pour la prospection par courrier postal, les règles sont assez simples et connues. On est sur ce qu'on appelle un régime de l'opt-out, ce qui signifie qu'on n'est pas sur un consentement préalable des individus pour envoyer des emails, des courriers postaux de prospection commerciale. Là, ici, ce que nous dit la CNIL, c'est qu'on peut se reposer sur la base légale de l'intérêt légitime de l'entreprise à adresser des messages de sollicitation commerciale par voie postale. Cette base légale de l'intérêt légitime dans le cadre de la prospection, elle n'est donc pas interdite pour le courrier postal. Et pour rappel, on a un considérant du RGPD, c'est le considérant 47,
qui indique justement que la prospection commerciale peut reposer sur l'intérêt légitime, et donc là, on est vraiment en plein dedans. Donc, quand on est dans un régime de l'opt-out comme ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer des courriers de prospection? Il faut respecter deux choses. Tout d'abord, une information préalable des individus. Au moment de la collecte des données, ils doivent savoir que l'on va réutiliser les données pour envoyer des messages de prospection. Première chose. Et deuxième chose, il faut un droit d'opposition de ces individus. Ils doivent être en mesure de dire non, je ne souhaite pas recevoir de courrier de prospection commerciale. Ça, c'est lors de la collecte des données. Il faut respecter ces deux prérequis. Et ensuite, une fois que l'on va adresser des courriers de prospection, il faut qu'en bas de chaque courrier de prospection, on ait une mention d'information qui indique quelle est l'identité de la société qui envoie les sollicitations commerciales et comment l'individu peut s'opposer à recevoir de nouvelles prospections commerciales. Donc on a ici quelques exemples que j'ai repris du site de la CNIL quand je les ai trouvés, ou sinon je les ai adaptés. Donc tout d'abord, l'information préalable que l'on va mettre dans un formulaire de collecte de données, ça serait la suivante. Nous utilisons votre adresse postale pour vous adresser des publicités sur nos produits. Si vous ne souhaitez pas les recevoir, cochez la case ci-dessous. Et en dessous, vous avez une case spécifique pour s'opposer à la réception d'offres commerciales, qui est non précochée. Et c'est la case suivante. Je m'oppose à ce que mes coordonnées postales et ou mon numéro de téléphone soient utilisés pour recevoir des offres de la société X par courrier postal et ou par téléphone. On verra le téléphone juste après. Et ensuite, les mentions que l'on va insérer dans les courriers postaux que l'on adresse aux consommateurs peuvent être les suivantes. Vous êtes contacté par la société Mayence Avocat pour vous opposer à la réception de sollicitations par courrier postal et exercer vos autres droits. Vous pouvez nous contacter à l'adresse dpo@mayence.lu. Donc là, on a directement l'entité qui est l'entité juridique qui est indiquée dans le courrier, et on a un point de contact auquel on peut écrire pour s'opposer ultérieurement. Voilà, le régime ici est assez simple et assez facile à mettre en place. On va passer au téléphone. Donc, le téléphone, au final, au premier abord plutôt, on est sur le même régime, à savoir on est sur également un régime d'opt-out. Donc on est sur aussi l'intérêt légitime de l'entreprise à effectuer des opérations de prospection commerciale par voie téléphonique. On a toujours lors de la collecte des données une information préalable et un droit d'opposition à respecter. Et enfin, lors de chaque appel téléphonique, là, il faut mettre en œuvre concrètement le droit à l'information. C'est donc il faut qu'on rappelle à la personne, il faut que le conseiller qui va faire un appel informe la personne de l'identité de l'entreprise et de la possibilité de s'opposer facilement à la réception d'offres de prospection commerciale. Donc lors de la collecte de données dans le formulaire de collecte, ça ne change pas du courrier postal, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, lors de chaque appel téléphonique, en fait, c'est à chaque entreprise de voir un petit peu comment ce qu'elle peut proposer pour que le consommateur ait un moyen d'opposition facile pour ne plus être sollicité dans le futur. Donc là, dans l'exemple qu'on a ici, l'utilisateur, pour s'opposer, il va appuyer sur une touche de son clavier téléphonique pour ne plus recevoir de prospection. Et alors, juste sur ce point-là, j'en profite parce que j'ai été juste avant qu'on fasse le webinaire, j'ai été sollicité par mon opérateur téléphonique pour de la pour de la pub, pour changer d'offre, internet. Et alors, bon, j'ai pas eu du tout d'informations moi sur ce sujet-là. Comment ils font, généralement en pratique, pour, matérialiser ça? C'est des scripts qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il y a des pratiques qui ressortent un peu plus que d'autres? Ouais, alors bien souvent, effectivement, ça va être un script d'appel qu'on va donner aux conseillers, où ils vont devoir suivre ce script d'appel et dans lequel on va inclure un pavé d'information sur le RGPD que le conseiller va devoir lire. Ça, c'est une première méthode. Une autre méthode, c'est alors ça, c'est vous avez un serveur vocal interactif au début qui va donner et qui va expliquer que on peut avoir plus d'informations, soit au début ou soit à la fin de l'appel d'ailleurs. On peut avoir plus d'informations sur la protection des données en tapant sur la touche dièse, et là on a un script qui est automatique qui va lire l'information sur la protection des données et donner la solution pour se désabonner des prospections futures. D'accord. On verra à la fin, dans une des sanctions qu'on évoque,
justement, la CNIL a contrôlé en fait des opérations de prospection par rapport à téléphonie, comme tu as fait l'objet, Jérôme. Elle a écouté en fait les appels qui étaient enregistrés pour voir si justement les conseillers donnaient bien la bonne information au début. Et elle a pu constater que l'information, elle n'était pas donnée et que donc elle a décidé de sanctionner l'entreprise. D'accord. Alors, juste le son grésille encore un petit peu. Je sais pas si tu mais Alors là, j'ai déjà changé du deuxième micro. Je suis pas sûr de pouvoir. euh, désolé pour ces petits problèmes techniques indépendants de voilà. Bon, au pire, on continuera, hein. Alors là, pour le coup, on t'entend plus, mais au pire, c'est pas grave, hein, continue à faire comme c'était avant. Non, on ne t'entend pas. Là là, tu as le micro coupé. Voilà, ce grésillement n'apparaissait pas avant la préparation de ce webinaire, donc voilà. Je Je suis revenu. voilà, c'est bien. Écoute, continuons comme ça, hein, c'est pas grave si ça grésille encore un petit Ouais, dès que j'essaie de changer le micro, ça me déconnecte. Du coup, ah oui. j'espère que ça va. J'espère que c'est quand même audible. Oui, oui, très bien. Continue. Donc, on avait donc les règles de base qui s'appliquent à la prospection par téléphone, donc qui sont les mêmes que pour le courrier postal, sauf qu'il y a une subtilité pour le téléphone que vous devez sans doute connaître, c'est le régime Blocktel. Le régime Blocktel, qui est prévu dans le code de la consommation, impose en fait de confronter sa liste de numéros de téléphone que une entreprise va utiliser pour faire son démarchage à la liste de position Blocktel. Cette confrontation devant intervenir avant toute campagne de démarchage. Ça, c'est la première obligation. Et la deuxième obligation, c'est que dès lors qu'on va collecter des numéros de téléphone dans un formulaire de collecte, il faut informer les individus consommateurs que ces individus peuvent s'inscrire s'ils le souhaitent à la liste Blocktel. Donc ça nécessite de mettre une petite mention d'information, soit dans le formulaire de collecte ou à minima dans la politique de protection des données, pour qu'on puisse remplir cette obligation d'information préalable des personnes à l'inscription à Blocktel. Donc le but de Blocktel, c'est bien de s'assurer qu'il n'y a aucun individu qui soit contacté s'il est inscrit sur cette liste. Et donc préalablement, donc l'inscription à cette liste est gratuite pour le consommateur, bien évidemment. Elle est en revanche, la confrontation par le professionnel est en revanche payante. Il doit souscrire un abonnement à Blocktel et envoyer son fichier qui sera expurgé des numéros de téléphone qui sont inscrits à Blocktel. Il y a des exceptions à cette confrontation préalable à Blocktel. La première, c'est lorsqu'on a une relation contractuelle préexistante avec le consommateur. Donc, à voir là, Jérôme, si tu as été sollicité par ton opérateur actuel, à voir si cette exception pouvait éventuellement fonctionner pour te solliciter à nouveau ou pas. La deuxième exception, c'est lorsque la prospection va concerner la vente de journaux, périodiques ou magazines, où dans ce cas-là, on n'a pas besoin de confrontation préalable à Blocktel. Et enfin, la troisième exception, c'est lorsque l'organisme est un institut d'études, de sondage ou une association à but non lucratif.
Dans ce cas-là, on considère qu'on n'est pas sur un appel téléphonique à des fins de prospection et donc l'organisme peut se dispenser de toute confrontation. Autre subtilité de Blocktel, c'est l'hypothèse où une entreprise va vouloir commercialiser son fichier de numéro de téléphone à une autre entreprise pour effectuer du démarchage. Là, il est clairement inscrit dans le code de la consommation qu'avant toute opération de cession ou de location de fichiers, le cédant ou le loueur va devoir effectuer une confrontation de son fichier à Blocktel pour s'assurer que lorsqu'il transmet une base de données avec des numéros de téléphone, cette base de données est expurgée des consommateurs inscrits sur Blocktel. Ensuite, lorsque vous allez mettre en œuvre des opérations de démarchage de façon régulière, il va falloir effectuer une confrontation périodique à Blocktel et en général, cette confrontation doit être effectuée mensuellement pour s'assurer qu'on a à chaque fois les nouveaux consommateurs inscrits sur le mois dernier soient également expurgés de son fichier d'appel téléphonique. Blocktel a fait l'objet d'évolutions législatives récentes, l'année dernière me semble-t-il, en 2021, et depuis on a renforcé en fait le régime Blocktel, à savoir que pour certains types d'appels, pour tout ce qui va concerner la rénovation énergétique de logements, la mise en place de panneaux solaires, l'isolation en euros, ce genre de choses, on a une interdiction totale de démarchage. On ne peut plus démarcher, même avec confrontation Blocktel, ce n'est plus possible. Interdiction totale de démarchage sur ce type de prospection commerciale. Ça, c'était la première évolution de la loi qui a modifié Blocktel. Et la deuxième évolution, c'est que les sanctions administratives ont été vraiment renforcées parce qu'on est passé, je pense qu'avant, on était sur 75 000 euros d'amende et aujourd'hui, on est pour une personne morale à 375 000 euros d'amende si on ne respecte pas le régime juridique applicable à Blocktel. Les sanctions Blocktel sont souvent prononcées par la DGCCRF, ce qui veut donc pas forcément par la CNIL. Et la DGCCRF, en fait, ce sont les entités en région, donc les DDPP, les directions départementales de la protection des personnes, qui vont prononcer ces sanctions. Donc on a parfois des sanctions qui ne sont pas toujours d'un montant similaire selon les régions en fonction de la politique de la DDPP. On a eu quand même en 2022 deux sanctions assez importantes sur Blocktel que je vous ai mis ici sur le slide. Une société Eco-Habitat Énergie qui ne respectait pas l'interdiction totale de démarchage dans le cadre de la rénovation énergétique a été sanctionnée à 156 000 euros d'amende. Et une autre société Téléexpert qui ne respectait pas la confrontation préalable à Blocktel, qui elle était sanctionnée de 38 000 euros d'amende. Il me semble que c'était dans des départements différents, donc sanctionnés par des DDPP différentes. Et des tailles d'entreprises différentes, j'imagine. Et aussi des tailles d'entreprises qui doivent être différentes. Ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment une disparité d'application des sanctions vraiment selon la région. Ok. Donc troisième partie, l'email. Donc on a vu le postal et le téléphone qui ont des régimes similaires, sauf que sur le téléphone on a Blocktel en plus, mais on reste sur un régime préalable d'opt-out. Pour l'email, c'est différent. Sur l'email, on est sur un régime de ce qu'on appelle de l'opt-in. Qu'est-ce que signifie l'opt-in? Cela veut dire qu'il faut un consentement préalable de l'individu avant d'envoyer un email de prospection commerciale. Et ça change les choses. Pour ce régime de l'email, on a en fait un article L34.5 du Code des postes et des communications électroniques qui va régir les règles applicables à l'email, le consentement préalable et les exceptions qu'on verra par la suite. Cet article L34.5 du Code des postes et des communications électroniques, il provient en fait, c'est la transposition d'une directive, la directive e-privacy de 2002 modifiée en 2009, qui a fixé ses règles dans l'Union européenne. Alors pour la petite histoire, vous savez sans doute que cette directive e-privacy fait l'objet actuellement d'une refonte dans le cadre du règlement e-privacy, règlement qu'on attend toujours, dont le projet date de 2016,
qui devait suivre en fait l'adoption du RGPD, mais il est actuellement bloqué dans les discussions au niveau du Conseil de l'Union européenne et on n'a toujours pas, je ne sais pas Jérôme si toi tu as une date, mais on a des versions successives de ce règlement e-privacy, mais pas de date d'adoption pour le moment. Non, non, il n'y a rien encore sous les tuyaux, là. C'est un peu en stand-by en ce moment. C'est ce que j'ai compris aussi, c'est un peu en stand-by. Donc la prospection par email aujourd'hui est toujours régie par ces règles anciennes du Code des postes et des communications électroniques. On a une définition de la prospection par voie électronique dans cet article qui est la suivante. Constitue une prospection par voie électronique l'envoi de messages destinés à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Comme je vous disais, on est sur un régime de l'opt-in, ça veut dire qu'on a un consentement préalable de l'individu qui doit donc respecter les 4 règles du consentement, à savoir un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque. Libre, ça veut dire que la personne est libre de concevoir, elle peut donc quand même bénéficier du service ou acheter son bien sans consentir à la prospection commerciale. Spécifique, ça veut dire que la personne doit spécifiquement consentir à cette prospection commerciale par voie électronique. Elle ne peut pas consentir à autre chose en même temps. Elle ne peut pas consentir, par exemple, à l'acceptation des conditions générales de vente en même temps que la prospection commerciale. Troisième élément, le consentement doit être éclairé. Donc, on doit donc informer la personne pour qu'elle puisse vraiment comprendre ce à quoi elle s'engage lorsqu'elle va cocher la case en question. Et quatrième élément, le consentement doit être univoque. Ça veut dire que ça doit être une action positive de la personne. La case ne peut pas être précochée, par exemple, pour donner son consentement. Donc voici quelques exemples pour la prospection par email. Donc, je le rappelle, lors de la collecte des données, on est sur une information préalable des personnes. Et ensuite, on est sur un consentement préalable. Là où, pour l'email et le téléphone, le courrier postal et le téléphone, on était sur un droit d'opposition lors de la collecte. Ici, pour l'email, on est sur un consentement préalable. Ensuite, dans chaque courriel qui va être adressé, on doit prévoir une information des personnes sur l'identité du responsable de traitement et un lien des abonnements facile où la personne peut cliquer pour se désabonner et ne plus recevoir des offres de prospection commerciale. Voici des exemples que j'ai mis dans le centre support et que j'ai trouvé sur le site de la CNIL, entre autres. Une information des personnes, donc ça c'est dans le formulaire de collecte des données, vous allez indiquer une phrase qui pourrait être la suivante. Nous souhaitons utiliser votre adresse email pour vous adresser des publicités sur nos produits. Et ensuite, on va placer des cases à cocher qui peuvent être de deux types. Le premier exemple, c'est l'exemple de la CNIL. J'accepte que mes informations soient utilisées pour la prospection commerciale. Donc là, la personne est libre de cocher ou non cette case. Si elle ne la coche pas, elle continue son parcours d'achat ou d'inscription et elle n'est pas abonnée aux emails. Autre exemple, vous avez le j'accepte de recevoir régulièrement par email des infos et offres commerciales, oui ou non, où là la personne doit aussi donner son consentement, sauf que on la force à se positionner pour pouvoir continuer son parcours d'achat. Cette technique est parfois utilisée dans certaines entreprises parce qu'on considère qu'en forçant l'individu à se positionner, on a plus de chances à ce qu'il dise oui finalement que dans la première hypothèse. Mais dans les deux cas, on peut proposer ce type de case à cocher. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que les cases soient déjà pré-cochées. Ça, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui nous l'a rappelé récemment, le Conseil d'État aussi. Une case à cocher pré-cochée n'est pas un consentement univoque de la personne. C'est toute la différence entre l'opt-in et l'opt-out, en fait, hein, ce qu'on entend dans le opt-in, opt-out. Vous avez vraiment le in, je rentre dans la case, et le out, je sors de la case. Hein, c'est véritablement, le vocabulaire là-dessus, c'est vraiment pris sur ces systèmes de cases. Tout à fait. Autre élément, après le formulaire de collecte, c'est donc dans le corps de l'email, vous avez cette mention en bas de l'email qui va vous expliquer que vous êtes contacté par telle société et que vous pouvez vous opposer en cliquant sur un lien de désabonnement. Là encore, il faut que ce soit le texte de L345 du CPCE le dit bien, il faut que ce soit un moyen simple de s'opposer. Je clique, j'arrive sur une page de confirmation qui m'indique que je suis sorti de la newsletter de l'entreprise.
La CNIL ne s'est jamais positionnée, à ma connaissance, sur des pratiques qui consistent à induire que la personne va cliquer sur le lien des abonnements et elle va se retrouver sur une page de connexion à son compte où elle va devoir saisir son email, son mot de passe pour ensuite dire si oui ou non elle veut vraiment se désabonner. Cette pratique-là, à mon sens, est moins simple et moins acceptable que le lien d'abonnement facile parce qu'il y a cette page de connexion en plus qui va faire que certaines personnes ne vont pas avoir leur mot de passe tout de suite ou vont pas vouloir se connecter. Et donc, on va un peu freiner les tentatives de désabonnement. Et pour moi, ça, c'est pas aussi compliant que la première hypothèse qui est le clic qui automatiquement envoie vers un lien de désabonnement. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc sur ce régime de l'opt-in, il a son principe donc de consentement préalable, mais il y a, comme tout bon principe juridique, des exceptions qui existent et des exceptions qui sont strictement encadrées et qui ont été d'ailleurs contrôlées récemment par la CNIL. On le verra juste après. La première exception, c'est l'exception dite des produits et services analogues. Dans cette exception, on vient de dire qu'on n'a pas besoin de collecter le consentement préalable de l'individu pour lui envoyer des emails si la prospection concerne des produits ou services analogues à ceux qui ont déjà été achetés par le consommateur, premier élément de l'exception. Et deuxième élément, si cette prospection est envoyée par la même entreprise que celle qui a collecté les données à la base. Donc pour que cette exception des produits et services analogues fonctionne, il faut que la personne soit déjà cliente de l'entreprise, ça c'est extrêmement important. Le seul fait de créer un compte client sans achat ensuite n'est pas suffisant pour dire on peut se reposer sur l'exception des produits et services analogues. On verra, la CNIL l'a rappelé récemment. Et ce que la CNIL suggère, c'est de mettre un pavé d'information dans le formulaire de collecte de données qui serait suivant. Donc vous êtes dans la page de commande d'un produit ou d'abonnement à un service. Vous avez en bas du formulaire la phrase suivante. Nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous adresser des publicités concernant des produits analogues à ceux que vous commandez. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous. Et vous cochez une case. Je m'oppose à ce que la société ABCD me propose par courriel des produits analogues à ceux que j'ai déjà commandés. Donc là, en fait, quand on fait appel à cette exception, on retourne sur un régime de l'opt-out, comme on a pour le courrier postal et pour le téléphone. Sauf que cette exception, elle est bien encadrée. La deuxième exception au régime de l'opt-in, c'est lorsque le message n'est pas de nature commerciale, mais par exemple va être caritatif. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de recueillir le consentement préalable de l'individu. Et la troisième exception concerne la prospection B2B. Lorsque l'on va viser non pas des consommateurs, mais des professionnels, il n'est pas nécessaire de passer par un consentement préalable des individus pour leur envoyer des emails de sollicitation commerciale. Alors, juste pour la petite histoire, cette prospection sur le B2B, le professionnel, c'était pas prévu dans la directive de 2002 au départ. C'est véritablement à partir de 2005 que la CNIL donc ça a pris une position donc aussi en accord avec les associations donc du secteur de la prospection commerciale et qu'elle a notamment établi des codes de conduite. Et c'est dans le cadre de ces codes de conduite qu'elle a quand même reconnu aussi que effectivement, eh bien, dans le cadre de la prospection, l'objectif c'est pas non plus de tuer toute activité business, loin de là, mais par contre c'est effectivement de protéger le consommateur, de protéger les personnes, de respecter les droits des personnes. C'est pour ça que derrière, elle a pu permettre aussi cette nouvelle exception donc dans les activités de prospection professionnelle entre professionnels. Oui, effectivement, parce que quand on va dans l'article 34.5 du CPCE, c'est pas du tout inscrit cette exception pour l'activité B2B. Alors, du coup, quelques exemples de sanctions concernant la prospection commerciale par voie électronique. Alors, on a le cas de la société Accor. Donc, effectivement, j'avais fait une coquille. Ce n'est pas le 3 août 2023, mais c'est bien le 3 août 2022 que cette sanction a été prononcée par la CNIL, une sanction importante d'un montant de 600 000 euros. Alors, il y avait des manquements effectivement aux règles de la prospection commerciale par voie électronique, donc à l'article 34.5 du CPCE. Mais il y avait également d'autres manquements au RGPD,
à l'information des personnes, au non-respect des droits d'accès et de rectification des droits des individus et des manquements concernant la sécurité des données. Donc ce montant de 600 000 euros d'amende comprend l'intégralité des 4 manquements qui ont été reprochés à Accor. Qu'est-ce que faisait Accor en fait dans ces pratiques? Lors d'une réservation d'une chambre d'hôtel sur le site d'une des marques du groupe Accor, on avait une case d'opt-in qui était précochée. Donc lors de la réservation de la chambre, la case d'opt-in était précochée, la personne ne devait pas la cocher. On aurait pu penser qu'il se reposait sur l'exception des produits et services analogues dans cette situation. Sauf que les offres commerciales qui étaient ensuite envoyées sur le fondement de cette case opt-in précochée incluait des offres du groupe Accor et de ses marques, mais également des offres de sociétés tierces, comme des compagnies aériennes, gestionnaires de parking. Et c'est ce que la CNIL est venue reprocher ici, c'était de dire, en fait, vous ne pouvez pas vous baser sur l'exception des produits et services analogues, parce que les offres qui sont ensuite adressées ne concernent pas uniquement la société qui a collecté les données, mais également des tiers. Donc l'exception ici ne fonctionne pas. La deuxième problématique liée à L34.5 du CPCE pour Accor, c'était que lors de la création d'un compte en ligne, avant toute réservation ou tout achat, on avait une case opt-in email qui était précochée et l'individu était donc automatiquement abonné à la newsletter s'il ne la décochait pas. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème que la CNIL avait relevé, c'est que le formulaire de collecte de données ne comportait aucun lien direct vers la politique de protection des données. Donc là, ici, en fait, on n'avait pas Accor, en fait, ne recueillait jamais véritablement le consentement préalable des individus dès lors que la case était précochée, manquement qui est ici reproché. Parmi les autres manquements sur l'information des personnes, quel a été le problème? La politique vie privée des sites des marques Accor n'était pas complète parce qu'on n'avait pas d'informations sur les bases légales sur lesquelles la société se reposait pour effectuer certains traitements de données, alors que l'article 13 du RGPD indique bien qu'il faut indiquer précisément les bases légales sur lesquelles on va reposer, auxquelles on va recourir pour effectuer nos traitements de données. Les deux autres problématiques qu'il y avait ici, chez Accor, c'était le non-respect des droits des individus, non-respect des délais pour répondre à certaines demandes d'accès et certaines anomalies dans le fonctionnement du désabonnement à la newsletter, où là on était sur des dysfonctionnements techniques qui ont eu pour effet que les liens de désabonnement qui étaient dans les emails n'étaient pas indiqués aux consommateurs que leur désabonnement avait été pris en compte, mais en fait techniquement, le désabonnement n'était pas pris en compte parce qu'il y avait une problématique, un logiciel derrière. Donc, en fait, certains désabonnements n'ont pas été respectés. Les personnes ont continué à recevoir des emails alors qu'elles s'étaient désabonnées. Donc ça, la CNIL a reproché cet élément-là. Et enfin, dernier élément, parce que quand elle fait un contrôle, elle vient pour un objet spécifique, mais parfois elle peut constater d'autres non-conformités à cette occasion. Et c'est ce qu'elle a fait ici pour la sécurité des données, où elle a constaté qu'il y avait une insuffisance au niveau de l'authentification, au niveau de la sécurisation notamment du mot de passe d'accès à l'outil de routage d'email qui était chez Accor de mémoire Adobe Campaign, où on était sur un mot de passe qui était insuffisamment robuste. Et on avait ensuite des transmissions de données qui étaient faites entre le client et le service client lorsqu'il y avait des demandes d'exercice de droit qui n'étaient pas suffisamment sécurisées parce que ces transmissions de données étaient opérées par email, sans sécurisation, sans code de chiffrement ou sans outils de partage de données plus sécurisés qu'un email, ce que la CNIL a reproché ici. Donc ça ici, c'est le premier exemple de sanction, le cas Accor, et on a un deuxième exemple juste après. Le cas Total Énergie Gaz de France. Donc c'est ici la même société qui est sanctionnée donc, quelques semaines avant Accor, et là on est sur une sanction encore plus importante, une sanction d'1 million d'euros, ici prononcée par la CNIL. Donc on n'a jamais eu des sanctions aussi importantes sur le non-respect des règles de prospection commerciale. Ici, on avait des manquements qui étaient encore plus resserrés. On avait le premier manquement qui concernait le formulaire de collecte de données qui ne comportait pas de case à cocher
pour s'opposer à la réception de la prospection par email. Donc, on n'avait pas la possibilité de s'opposer. L'entreprise voulait se baser manifestement sur l'exception des produits et services analogues, mais elle ne pouvait pas s'y opposer. Elle était automatiquement abonnée à la newsletter et ne pouvait pas s'opposer à la réception d'emails futurs. Donc ça, c'était reproché par la CNIL. Deuxième manquement qui concernait la prospection par téléphone, où c'était l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la CNIL est venue considérer qu'il n'y avait pas d'information des individus à l'oral sur le traitement des données et sur la possibilité de s'opposer. Donc elle est venue ici écouter, il me semble, un échantillon de 80 appels pour constater si oui ou non les conseillers faisaient bien leur travail d'informer les personnes et de leur donner la possibilité de s'opposer. Elle a constaté que manifestement ce n'était pas le cas. Et la CNIL a aussi constaté que l'information communiquée, qui était communiquée en théorie, mais que les conseillers ne fournissaient pas, était incomplète et que l'individu n'avait pas la possibilité d'avoir plus d'informations en tapant par exemple sur une touche de son clavier téléphonique pour avoir la lecture complète de la politique de protection des données. Et ici, on est sur le deuxième manquement que la CNIL a souligné. Et le troisième élément, comme pour la sanction précédente de Accor, il y avait un non-respect des règles concernant les droits des personnes, parce que les droits des personnes n'étaient pas respectés, n'étaient pas traités dans les délais, et il y avait eu sur certaines plaintes qui avaient été formulées auprès de la CNIL une absence de réponse à des droits d'accès ou à des droits d'opposition, ce que la CNIL a également sanctionné ici. Enfin, dernière sanction que la CNIL a prononcée sur ce fondement de la prospection commerciale, sanction récente, c'est le cas Brico Privé, donc site de e-commerce, sanctionné en juin 2021 à une amende de 500 000 euros. Donc, sur l'article 34.5, quelle était la problématique? C'est que lors de la création de compte, il n'y avait pas de case à cocher pour s'opposer en fait à la prospection commerciale, parce que là aussi, Brico Privé se reposer sur l'exception des produits et services analogues dès la création du compte, alors qu'on ne sait pas encore si l'individu va faire un achat. Et la CNIL insiste bien dans cette délibération pour venir dire que l'exception des produits et services analogues ne peut fonctionner que lorsque l'individu a déjà effectué un achat. Or, lorsque vous allez créer votre compte sur Brico Privé et que vous faites aucun achat, cette exception ne fonctionne pas. Et le deuxième point ici pour Brico Privé, c'est que dans le cadre de la procédure, Brico Privé avait proposé en fait à la CNIL d'envoyer des courriels à des prospects pour essayer d'obtenir un opt-in. Donc ils avaient proposé d'envoyer 5 courriels sur une période de 100 jours. Et à l'issue de cette période de 100 jours, si les personnes n'ont pas cliqué dans l'email pour s'abonner à la newsletter Brico Privé, dans ce cas-là, ils étaient supprimés. La CNIL a refusé complètement cette pratique et a dit que cette pratique ne pouvait pas se baser sur l'intérêt légitime et qu'il fallait donc un consentement préalable pour envoyer des courriels permettant aux utilisateurs de s'abonner. Pour demander le consentement, oui. Pour demander le consentement, voilà. Mais ce qui est un peu logique, en fait, sinon c'est trop facile. Bah oui, sinon c'était trop facile. C'est-à-dire qu'ils voulaient essayer de faire une session rattrapage pour les prospects non abonnés au newsletter et la CNIL a dit non, ça on ne veut pas. Alors, pour Brico Privé, il y avait d'autres sanctions, d'autres manquements qui ont fait l'objet de la sanction, le non-respect de la législation concernant les cookies. On avait des cookies qui étaient déposés avant consentement préalable lors du changement de la page d'accueil. Le droit à l'effacement n'était pas pleinement implémenté, car en fait, lorsqu'un individu exerçait son droit à l'effacement, le compte était désactivé, les prospections étaient bloquées, mais les données étaient conservées, donc on n'avait pas d'effacement de données ici en réalité. La politique de protection des données a fait l'objet d'une lecture attentive de la part de l'autorité qui a constaté que certaines mentions obligatoires de l'article 13 du RGPD n'étaient pas présentes, comme les coordonnées du DPO ou l'information concernant les durées de conservation. Et enfin, la CNIL a également constaté qu'il y a des problématiques de sécurité des données, mot de passe du compte client insuffisamment sécurisé, mot de passe trop court, technologie de chiffrement utilisée obsolète. Elle a aussi également constaté en interne que le logiciel pour accéder le mot de passe pour accéder au CRM par des salariés, dans lequel on a toutes les données clients, faisait l'objet d'une structure insuffisante et qu'il fallait donc renforcer la sécurité de ce mot de passe.
La base de production était aussi accessible par un compte commun à 4 salariés. On n'avait pas d'habilitation individuelle. Donc ces manquements-là à la sécurité ont été reprochés. Et enfin, le dernier point, c'est que Brico Privé n'avait pas implémenté en fait de règles de purge des données. Ils n'avaient pas défini de durée de conservation et forcément, comme ils n'avaient pas défini de règles, ils n'avaient pas implémenté non plus de règles de purge. Et donc, ces derniers éléments étaient reprochés par la CNIL et donc ça a donc fait l'objet de la sanction. Donc voilà pour cette présentation concernant la prospection par email. Alors j'ai vu qu'on avait des questions. Oui, alors on On va a des peut-être y petites répondre questions. juste après. Ouais, soit on les prend juste après. On peut peut-être finir les dernières présentations. On prendra les questions, je propose à la fin. Donc pour le SMS et pour les notifications mobiles, en fait, on est exactement sur le même régime que pour l'email. On est sur l'article L34.5 du Code des postes et des communications électroniques. Donc on est sur un principe d'opt-in avec des exceptions possibles, produits et services analogues, caritatifs et B2B. La seule chose, c'est que le lien des abonnements faciles doit être adapté à ce type de canal de prospection. Donc souvent dans la prospection par SMS, ce que vous allez avoir, c'est un stop SMS auquel vous allez donc envoyer un stop, un numéro précis. Ça va vous désabonner automatiquement de la liste de diffusion d'entreprise. Vous pouvez aussi avoir dans le SMS un lien de désabonnement direct qui, comme pour l'email, renvoie vers la page de désabonnement sur le site internet de la société. Quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne, c'est ça. Autre hypothèse ici, la transmission de données à des partenaires commerciaux. Donc là, on n'est plus véritablement sur la prospection, enfin, si on est toujours sur une volonté de prospection in fine, mais là, vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui souhaite commercialiser, donc soit transmettre, soit louer, soit céder sa base de données à une autre entreprise qui va effectuer de la prospection commerciale. La CNIL a rappelé ces règles dans des diverses communications sur son site internet. Et elle est venue dire qu'un consentement spécifique est nécessaire pour la transmission des emails à des sociétés partenaires. Et donc là, on parle désormais de l'opt-in partenaire. Ça veut donc dire que si vous voulez transmettre une base email à une autre société pour que cette société puisse effectuer ses propres opérations de prospection commerciale, il faut préalablement que vous ayez cet opt-in partenaire, donc avec les mêmes règles que pour l'opt-in simple, à savoir pas de case précochée sur le formulaire de collecte. Elle est également venue préciser que pour que cet opt-in partenaire fonctionne, il faut que l'individu, lorsqu'il donne son consentement soit éclairé et que donc il faut informer l'individu sur la liste des partenaires auxquels on va transmettre les données. Ça, c'est pas une mince affaire. Ça veut donc dire que dans ce que souhaiterait la CNIL, vous avez la case opt-in partenaire avec le lien partenaire qui est juste à côté de la case sur lequel l'individu peut cliquer et on accède à la liste des partenaires vers lesquels on va envoyer le fichier d'adresse email. La CNIL vient de dire que cet opt-in, il est valable qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'un partenaire qui a obtenu une base de données email sur la base d'un opt-in partenaire obtenu auprès d'une société A pourra pas ensuite lui-même retransmettre cette base d'email à une société C qui n'était pas inclue dans la liste des partenaires de la société A. Donc cet opt-in n'est pas transmissible à l'infini. On voit que ce qui est vraiment important, c'est la liste des destinataires. C'est que d'envoyer des données à un autre destinataire fait en sorte qu'on est pratiquement sur un autre traitement qui nécessite donc sa propre base légale à chaque fois. Ouais. C'est ça. Et pour illustrer ce propos, la CNIL avait sanctionné il y a quelque temps déjà, en 2015, la société Prisma, qui avait un opt-in partenaire pour faire bénéficier des offres commerciales de l'ensemble des titres de journaux du groupe Prisma. Et la CNIL, dans cette sanction prononcée sous la 34.5 du CPCE, vient dire qu'il faut la liste des entités du groupe Prisma pour que lorsqu'on donne son consentement à l'opt-in partenaire, on sache de qui on va être susceptible de recevoir des newsletters. Donc ça, c'est côté organisme qui va transmettre les données, et ensuite côté organisme qui va adresser les sollicitations commerciales, donc l'organisme B qui reçoit la base d'email. Lui, ce que la CNIL vient dire, c'est que lors de sa première communication commerciale, il doit respecter l'article 14 du RGPD qui vient
poser des règles en cas de collecte indirecte de données, parce qu'on est bien dans cette situation de collecte indirecte de données. Et lors de sa première communication, lors du premier envoi d'email, il va devoir indiquer la source des données, donc auprès de qui il a obtenu concrètement les adresses email et comment on peut faire pour exercer son droit d'opposition. Donc ça, c'est très important aussi de mentionner la source de base de l'email que j'utilise pour adresser mes sollicitations commerciales. Alors, on a ici un exemple de formulaire de collecte qui est issu du site de la CNIL. Donc, vous avez quelqu'un qui va s'inscrire, qui va donc renseigner ses données personnelles pour la livraison de son produit. Vous avez en dessous toutes les informations, mentions d'informations RGPD. Donc, la première, c'est l'information comme quoi on va utiliser l'exception des produits et services analogues pour adresser des sollicitations. Donc là, la société A, auprès de qui l'individu a effectué sa commande, utilise donc les produits et services analogues pour envoyer des offres de prospection pour d'autres produits. Elle propose donc un droit d'opposition pour que la personne puisse s'opposer à recevoir des emails successifs. Ensuite, la société explique qu'elle va transmettre les emails à des partenaires commerciaux pour qu'ils puissent vous adresser à vos individus de la publicité. Et que donc dans ce cas-là, la CNIL, oui, propose de mettre une case à cocher qui permet de donner ou non son consentement pour la transmission de l'adresse email à la société B pour qu'elle puisse faire son propre activité de prospection. C'est la troisième case à cocher qu'on voit. J'accepte que mon adresse électronique soit transmise aux partenaires de la société ABCD à des fins de prospection commerciale par courriel. Vous avez juste en dessous la liste des partenaires avec un lien hypertexte sur laquelle on peut cliquer pour accéder à cette liste des partenaires. Et tout à la fin, vous avez le lien vers la politique de gestion des données personnelles de la société A. Alors, il y a une subtilité ici dans ce formulaire de collecte, c'est que la CNIL distingue, et ça, à part sur l'exemple de la CNIL, je l'ai rarement vu en pratique, si ce n'est jamais, elle distingue en fait les produits et services analogues pour lesquels on peut la société A qui a collecté les données va pouvoir se reposer pour adresser des emails de newsletter, des produits qui ne seraient pas analogues, qui seraient nouveaux ou différents, et pour lesquels un consentement préalable resterait nécessaire. Alors là, c'est vraiment une application stricte du texte. En termes de compréhension et de lisibilité pour le consommateur, je ne suis pas sûr que ça soit optimum. Parce que je ne suis pas sûr que le consommateur fasse bien la distinction entre un droit d'opposition pour les produits et services analogues et un consentement pour les autres produits ou les autres services. Et là, on touche vraiment, je pense aussi, un des fonds du problème qui est comment mettre en place cette transparence et l'explication et de rendre la chose lisible pour la personne qui va devoir cocher ou non des cases, lire ce texte, etc. Et aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que on a des textes qui sont malgré tout, je pense que ça reste quand même malgré tout illisible, faut le dire, moi je trouve, et tout l'enjeu, je pense, ça va être effectivement d'être dans une logique de bah, voilà, de design, de devoir apporter cette information et recueillir éventuellement le consentement de la meilleure manière qui soit pour que d'une part, bah, on se limite pas strictement à un gros pavé, mais qu'on arrive à trouver quelque chose qui puisse être suffisamment transparent et qu'on s'assure que la personne ait bien compris ce à quoi elle consent ou à ce à quoi elle ne consent pas, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est ce que vous voyez quand on voit les publications du link de Ouais, la part voilà. de la CNIL sur le design, le legal design. C'est vraiment important parce que là, l'exemple de la CNIL, il est peut-être juridiquement très bien, mais en termes de design et d'interface utilisateur, on est sur quelque chose qui est quand même pas très simple. Et donc, c'est vraiment important de travailler les choses au mieux pour que ce soit très clair pour les personnes. Là, je vois une personne qui posait la question dans cet exemple, n'y a-t-il pas d'opt-in? Si justement, il y a un opt-in pour les nouveaux produits et services de la société, mais par contre, on n'a pas d'opt-in pour les produits et services analogues. Et ça, pour moi, c'est pas très compréhensible ici. Non. Alors, on voit le temps qui passe. Alors, si on résume, prospection par email, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut donc un opt-in
le principe, donc un consentement préalable de l'individu pour lui adresser des emails de prospection. Pour la prospection postale, on est sur un opt-out, on est sur le régime inverse, on est sur l'intérêt légitime. On peut par principe envoyer des courriers postaux à la double condition que la personne puisse s'y opposer lors de la collecte et lors de la réception de chaque courrier postal. Pour le téléphone, on est sur un régime hybride d'opt-out plus de confrontation préalable à Blocktel. On n'oublie pas que pour tout ce qui est rénovation énergétique, on ne peut plus prospecter par téléphone. Pour la transmission des données pour des prospections postales et téléphoniques, on est sur un régime également d'opt-out. En revanche, pour la transmission des données pour des prospections email, on est sur un régime de l'opt-in. Et enfin, pour la prospection par SMS, on est sur un régime de l'opt-in également. Un bon récapitulatif. Alors, maintenant, je vous propose qu'on aborde peut-être les questions. Première question, donc, est-ce que la liste Robinson, Édouard, pour la prospection postale notamment, c'est quelque chose qui existe encore? Il me semble qu'elle existe encore, cette liste Robinson. Elle est consultée par les professionnels du secteur normalement avant d'envoyer la prospection. Alors, on avait une question préalable, c'est sur les sanctions. Est-ce que la CNIL, notamment, dans le cadre de ces sanctions qu'on a vues tout à l'heure, Accor, est-ce qu'elle sanctionne immédiatement ou est-ce qu'elle effectuait des rappels avant de sanctionner, c'est-à-dire sur les pratiques? Pour Accor, il me semble que non, non, pour Accor et pour Total Energy, il n'y a pas eu de mise en demeure préalable, si c'est ça la question. On est directement passé d'instruction de plainte, de contrôle et ensuite de procédure de sanction ouverte. Dans le cadre de la procédure de sanction, il y a bien évidemment un débat contradictoire entre la formation restreinte, son rapporteur la société, mais on n'a pas eu de mise en demeure ou d'alerte préalable de la société. Non. Alors, autre question. Pour ce qui est de la prospection téléphonique, notamment sur fixe et mobile, il peut y avoir de la prospection répétée. Alors moi, ça m'amène à la question, c'est effectivement, on peut être dans l'exception des nouveaux produits et services. Effectivement, moi, dans mon cas, j'avais un contrat avec l'opérateur. Et il se trouve qu'il me prospectait, mais il me semble déjà que je m'étais déjà opposé une première fois par téléphone. Est-ce que justement dans ce cas-là, c'est quoi le niveau? On s'oppose une fois pour toutes, mais si on est dans le contrat, il y a quand même l'avis du contrat. C'est quoi la nuance entre l'avis du contrat et la prospection? Est-ce que là-dessus, on n'a pas un peu des difficultés? Est-ce que les opérateurs d'ailleurs même, ils n'ont pas un peu de difficultés, j'ai l'impression, à gérer ça? Bah, ce qui est sûr, c'est que quand l'individu va s'opposer, il s'oppose une fois, et généralement c'est une fois pour toutes. Et donc ça veut dire que l'opérateur téléphonique va plus pouvoir le contacter pour des sollicitations commerciales, pour de la prospection commerciale, pour venir à la définition de prospection commerciale. Après, l'opérateur va toujours pouvoir recontacter l'individu pour l'exécution du contrat, s'il y a une problématique de paiement ou une difficulté technique, mais par contre, si le consommateur s'est opposé à la prospection commerciale, on ne peut plus le contacter. L'idéal étant de tracer son opposition. Donc, alors si on la manifeste à l'oral, on aura du mal à en avoir une preuve. Si on l'a fait par écrit, par email, on a une preuve datée de l'exercice de son droit d'opposition. Et si ensuite on a des sollicitations répétées, on a deux possibilités d'action. La première, ça sera d'effectuer une plainte auprès de la CNIL. Et la deuxième, ce serait d'effectuer une plainte directement dans l'interface Blocktel. Cette interface va ensuite remonter, Blocktel va ensuite remonter la plainte au DDPP compétente, justement. Et alors, si jamais, par exemple, la personne aussi, je sais pas, s'inscrit à un jeu concours, refait des éléments, redonne finalement soit son consentement, soit va acquérir un nouveau produit. Par exemple, elle va mettre à jour son contrat d'abonnement. Est-ce qu'on va considérer qu'on repart sur quelque chose où on est dans notre intérêt légitime dans ce cas-là, et donc le droit d'opposition qu'on avait mentionné, est-ce qu'il s'arrête pas au moment où finalement le point de départ finalement de ce nouveau traitement, eh bien, peut recommencer? Pour moi, non, le droit d'opposition a été manifesté. Il est valable dans la clé d'identité référentielle 3 ans. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, c'est vrai que
ça devient compliqué à gérer. C'est-à-dire que vous souscrivez une première offre, vous êtes sollicité, vous manifestez votre droit d'opposition, vous souscrivez une deuxième offre. Pour moi, normalement, on ne peut pas vous solliciter. Vous avez manifesté votre droit d'opposition. Le droit d'opposition, il ne va pas s'appliquer à un contrat, mais il va s'appliquer à un individu et à des coordonnées. Si je dis une fois non, je ne veux plus qu'on utilise mon téléphone ou mon email ou autre, ou mon adresse postale, donc je ne veux plus. D'accord. Alors, autre question, on parle de prospection caritative. Ouais. Peut-être juste un mot là-dessus pour préciser. Alors, prospection caritative, c'est ce qui va par exemple être des dons pour des instituts en termes de lutte contre le cancer ou autre. On est dans le secteur caritatif ou par exemple, pour le secours catholique. On est aussi sur des sondages dans le cadre d'enquêtes d'opinion. Dans ces situations-là, Blocktel n'est pas nécessaire et si on est sur de l'email, le consentement n'est pas nécessaire. Mais il faut vraiment être bien calibré enfin voilà, la nature du message pour être bien sûr qu'on est dans le caritatif et qu'on n'est pas dans de la prospection commerciale. Et enfin, on va prendre une dernière question. Donc, on a parlé justement d'opt-in partenaire, c'est-à-dire que justement dans le caritatif, on peut être amené à transmettre aussi des données. Est-ce que ça s'applique dans un groupe de sociétés? L'opt-in partenaire, Ouais. justement, dans la sanction Prisma, la CNIL a exigé qu'il s'applique dans le groupe de société. Parce que clairement, dans la sanction Prisma, alors je ne sais plus les titres de journaux qui font partie du groupe Prisma, mais admettons qu'on ait par exemple l'Express et Femina, bon, je pense que c'est pas du tout le cas, mais bon, admettons. La sanction Prisma dit, lorsqu'un un consommateur s'abonne à l'Express, il avait une case opt-in partenaire, sauf que on précisait pas qui étaient les partenaires. Et donc, la CNIL a dit, il y ait ce lien vers la liste des partenaires et donc la liste des autres sociétés du groupe Prisma. Parce qu'on avait, la case c'était, j'accepte de recevoir les offres du groupe Prisma. C'était pas partenaire, c'était groupe Prisma. Mais on n'avait pas cette liste. Donc oui, cet opt-in partenaire s'applique à un groupe de sociétés. Très bien. Eh ben, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour. Merci, on est en plus pile à l'heure. Merci beaucoup, Edouard, pour ton intervention très intéressante sur ce sujet qui paraît simple comme ça dans ses règles, mais qui est effectivement en pratique pas du tout toujours facile à appréhender. On l'a vu, notamment pour ce qui est du recueil, parfois du consentement, de l'information préalable des personnes, de la mise en œuvre du droit d'opposition et des différents canaux de prospection. Et puis savoir aussi dans quel cas on est dans la prospection, dans quel cas on n'est pas dans la prospection. Parfois, c'est aussi compliqué de savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, en tout cas, merci à toi pour cette intervention et donc n'hésitez pas. Ouais. Vas-y, Ouais, je te très bien. laisse. Merci à toi, Jérôme, et merci à Dastra de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Et merci à tous pour votre attention et vos questions. Et donc, en vous souhaitant une très bonne continuation, une très belle journée. Merci à tous et voilà, nous mettrons en ligne ce webinaire sur notre page YouTube très prochainement. Et donc, nous vous souhaitons à bientôt. Merci Edouard. Merci à tous, bonne journée. Au revoir, Jérôme.